Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 13 de la deuxième saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonjour Jérôme. Salut Antoine, salut tout le monde. Numéro 13, peut-être le temps de jouer à l'euro-million, Antoine. Bah Non. oui, c'était hier, donc vous connaissez d'ailleurs le principe, hein, c'est je suis millionnaire, ou pas, je Voilà, sais ou pas. pas. Je regarderai tout à l'heure. Il y a Eh oui, 50 millions. oui, bah oui, on en avait parlé ensemble il y a quelques minutes de ça où justement on se demandait ce qu'on pouvait faire de son argent. Tu te Ex- rappelles? Ouais, tout à fait. Voilà. Mais bon, c'est pas assez, 130 millions, c'est pas assez. Il faut vraiment du point milliard, hein, parce Hmm. qu'avec 100 millions, tu fais plus rien. Bon, on verra qu'on pourra faire peut-être quelque chose avec nos millions. Exactement. En tout cas, ce soir, ce qu'on va faire, on va vous proposer quatre sujets. Un sujet sur la matrice, un sujet sur la pollution, un sujet sur des dinosaures, et on finira par un petit peu de culture pendant cette période de fête. Et avant tout, en parlant de culture, je voulais vous rappeler hein, les deux ouvrages que nous mettons en précommande jusqu'à demain, si vous regardez Mimi le samedi 3 décembre. Donc jusqu'au 4 décembre, c'est en précommande sur le site de Génération Cité d'Or, le livre de Pascal Cazotte, 10 personnages mystérieux qui marquèrent l'histoire. Donc je vous invite à regarder la petite vidéo de bande-annonce que j'ai faite à ce sujet et vous retrouvez donc 10 personnages vraiment extraordinaires que Pascal a décortiqués. Et le livre Avalon de Marie Roca, où elle raconte le passage initiatique d'une certaine Christine dans le monde d'Avalon, dans le monde des elfes d'Avalon. Ce ne sont pas les elfes à la Tolkien, hein. C'est un autre type d'elfe. Euh, on est troublé à la fin de son livre, hein. On sait pas si finalement c'est un roman ou si elle raconte une histoire vraie. Je vous jure, même moi en tant qu'éditeur, je me pose encore des questions. C'est terrible. Voilà, donc vous avez jusqu'à dimanche 4 décembre pour en profiter et pour pouvoir bénéficier des 15 euros de réduction sur la version couleur. Non, après, bien sûr, vous pourrez les acheter directement sur le site en dehors des périodes de précommande. Jérôme, écoute, on va rentrer directement dans la matrice, dans ce monde matriciel, car tu nous as trouvé une petite news sur Trust My Science. Oui, donc c'est Pascal qui m'a envoyé cette news, que je remercie au passage. Il se reconnaîtra. Ouais, je parlais tout à l'heure, si, hein, qu'est-ce qu'on ferait de tous ces millions si on pouvait gagner à l'euro million, voilà, il faut savoir qu'il y a comment un scientifique, un expert hein, qui finance un projet actuellement, le docteur Vobson, voilà, pour nous prouver que nous vivons dans une matrice artificielle. Il aurait trouvé la clé pour savoir si nous vivons réellement dans une matrice artificielle. Donc l'article est sur Trust My Science. Donc voilà, cet expert propose une méthode pour déterminer si nous vivons dans une simulation. Donc depuis toujours, les scientifiques n'arrivent pas à expliquer le commencement de l'univers. Pourquoi notre univers est-il apparu, puis la vie? Les théories de la relativité générale, la théorie quantique ou l'énergie noire, toutes tentent en vain de percer ce mystère. Elles décrivent notre univers, mais ne donnent pas la clé de l'origine. Et si nous vivions dans un gigantesque programme informatique hébergé par un ordinateur quantique? Un expert vient de proposer une méthode pour savoir si oui ou non notre univers est une simulation. Alors moi, tu le sais, Antoine, moi c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que c'est ce que je pense depuis longtemps que nous vivons. Moi, j'appelle ça un gigantesque simulateur quantique. Voilà, une matrice, hein. Le film de 99 nous a permis de mettre un nom là-dessus, quoi. Donc l'article continue. Les technologies de stockage d'informations numériques ont radicalement transformé notre société. En informatique classique, les informations numériques sont stockées sous forme de 1 et de 0 que l'on appelle des bits. L'information numérique est devenue tellement ancrée dans tous les aspects de notre société que la croissance récente de la production d'informations semble inéluctable. Dans 150 ans, il y aura plus de bits créés que d'atomes sur Terre. Donc je ne sais pas si tu imagines, Antoine, c'est déjà comment quantifier le nombre d'atomes qui composent notre planète. Alors là, on aura créé plus de bits informatiques qu'il n'y a d'atomes sur Terre. Ça me paraît quand même énorme la proportion, hein. Oui, mais c'est exponentiel en fait. Plus on utilise l'informatique, plus le nombre de bits augmente exponentiellement.
Donc en fait, l'article continue aussi. En 1961, Landauer a proposé pour la première fois l'idée qu'un bit d'information numérique est physique et qu'il est associé à une énergie bien définie. Alors j'ai cherché pour vous qui était Landauer, donc c'est Rolf Landauer, qui nous a quittés en 1999. C'est un physicien qui a travaillé pour IBM. Et en 1961, il démontre que lorsque de l'information est perdue dans un circuit irréversible, je vais essayer d'y revenir un petit peu plus tard, elle devient de l'entropie et donc une quantité associée d'énergie est dissipée en chaleur. Donc, ce principe s'applique au calcul réversible, à l'information quantique et au calcul quantique. Une de ses citations célèbres est l'information est physique. Donc voilà, en fait, ce docteur Vopson, s'est appuyé déjà sur les travaux de Landauer pour essayer de démontrer, que nous vivons bien dans une simulation. Donc, de cette théorie appartenant à la physique de l'information, en découle une autre qui suggère que l'espace-temps et la matière ne sont pas des phénomènes fondamentaux. Au lieu de cela, la réalité physique est fondamentalement constituée de bits d'information, à partir desquels émerge notre expérience de l'espace-temps. Par comparaison, la température émerge du mouvement collectif des atomes. Aucun atome n'a fondamentalement deux températures. Tu vois, déjà dans le principe, voilà, pour qu'il y ait une chaleur, il faut déjà que les atomes travaillent ensemble. S'ils ne travaillent pas ensemble, il ne peut pas y avoir puisque l'atome n'a pas cette information de d'émettre de la chaleur tout seul. D'ailleurs, juste une petite digression là-dessus, parce que j'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui m'a interpellé. Il va falloir que je creuse le sujet, tellement je trouve ça délirant. Euh, il paraîtrait que le Soleil n'émet pas de chaleur, émet une lumière froide en Oui, réalité. oui. Et c'est effectivement l'entrée dans l'atmosphère qui, par rapport à l'interaction des atomes, créerait la chaleur. Et ce serait d'ailleurs une explication du pourquoi, lorsque vous montez en altitude, il fait de plus en plus froid. Non pas parce qu'on se rapproche du vide stellaire, mais parce que la friction des atomes dégagés par le Soleil serait moindre. Mm, mm. J'ai lu ça. C'est clairement une théorie dont on n'a jamais parlé. Quoi. J'ai trouvé ça assez délirant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, voir ce que vous en pensez. Mais pourquoi pas en soi. Mais oui, oui, en plus, les tachyonautes, je crois, hein, les Chinois, ils voulaient aller sur le Soleil, je crois. Oui, mais forcément, si on voit le soleil comme une boule brûlante, on se dit ils sont cinglés. Maintenant, si le soleil n'est pas chaud, Hmm. Pourquoi pas aller s'aventurer, aller voir ce qui se passe au niveau du Soleil. et ce serait révolutionnaire, hein, On pourra si avoir des vraiment, surprises. Hmm, t'imagines si c'était une vraie info, hmm. et là aujourd'hui, moi je le mets en termes de probabilité à 0,001% que c'est possible, mais si c'était une vraie info, t'imagines comment ce serait révolutionnaire? Bah justement, si on vit dans une simulation, bon, bah, le Soleil fait partie de cette simulation et donc n'est autre qu'un un programme informatique. Donc Tout à fait. voilà. Donc je continue, hein, c'est parce que c'est un article très intéressant. Alors je vais peut-être pas aller au bout de chaque explication. Vraiment, ça rentre un moment dans la physique quantique. Il faut vraiment se concentrer pour comprendre l'article à un moment donné. Donc j'ai essayé de condenser tout ça. Euh, Bref, en fait, ils expliquent pour aller dans les grandes lignes que donc ce docteur Vopson, hein, il, euh, il a postulé que l'information est un cinquième état de la matière, aux côtés du solide, du liquide, du gaz et du plasma, et que la matière noire insaisissable pourrait également être de l'information. Il s'agit du principe d'équivalence masse-énergie-information, donc MEI, on va en parler un petit peu plus tard. Dans un article publié dans The Conversation, il propose alors une méthode permettant de tester si effectivement notre univers n'est qu'une simulation informatique avec quelqu'un, peut-être une espèce extraterrestre avancée, affinant les conditions. Donc tu vois, ça va loin dans la réflexion quand même. Donc alors, quelles seraient du coup les preuves que nous sommes dans une simulation? Donc, déjà, c'est ce qu'il a cherché. Donc, comme mentionné précédemment, le principe d'équivalence masse-énergie-information, MEI justement, stipule que l'information est une forme de matière, qu'elle est physique, et qu'elle peut être identifiée par une masse spécifique pendant qu'elle stocke l'information.
ou par une dissipation d'énergie suite à l'opération d'effacement irréversible de l'information. Donc en fait, lorsque comment cette comment c'est cette je cherche l'expression cette on va dire cette particule qui va recevoir une information, elle va grossir en masse. Bon, alors, il faut vraiment des outils plus que hautement technologiques pour pouvoir détecter justement ce changement de masse au niveau de ces particules. Mais lorsque aussi la particule va se décharger de l'information, ce qui arrive dans nos ordinateurs, quand on fait, par exemple, on efface des dossiers, on le fait tous les jours, on efface des dossiers dans notre téléphone portable ou notre ordinateur, ça va générer une information irréversible, un calcul irréversible qui va faire disparaître toute l'information dans les particules, pour vous schématiser, et ça va émettre une énergie, donc une chaleur. Voilà. Donc, même si la civilisation avancée aux commandes de la simulation de notre univers est arrivée à un point de sophistication tel qu'il est impossible pour tout un chacun de distinguer la simulation de la réalité. Mais grâce à ce principe MEI, il existerait de facto des preuves. Donc, d'une part, le docteur Vobson explique que les lois de la physique régissant l'univers peuvent être comparées à des lignes de code informatique qu'une simulation suivrait dans l'exécution du programme, sans compter les nombreuses équations mathématiques et les motifs géométriques présents partout dans la nature. C'est vrai que ça m'avait toujours étonné de voir que ça soit dans les minéraux, les végétaux, toujours ces formes géométriques parfaites qui sont formées par des constantes mathématiques comme le nombre d'heures ou pi, etc. On a l'impression que tout est fait par un programme informatique. Et donc, on peut également mettre en parallèle la vitesse maximale de notre univers. Bon, alors, il rentrait aussi dans des détails sur la vitesse de la lumière. Je vous épargne tout ça. Donc, enfin, pour l'auteur, la preuve la plus à même de justifier la théorie de la simulation de l'univers provient de la mécanique quantique. Vobson déclare, cela suggère que la nature n'est pas réelle. Les particules dans des états déterminés, tels que des emplacements spécifiques, ne semblent pas exister, à moins que vous ne les observiez ou ne les mesuriez réellement. Ça avait été toute la surprise des premiers chercheurs dans la physique quantique. Ils s'étaient aperçus qu'en fait, lorsqu'ils observent des particules, si tu ne les regardes pas ou tu ne les mesures pas, en fait, elles n'existent plus. Et c'est à partir du moment où on les observe qu'elles existent. En fait, donc, ils en ont déduit que tout ce qui est autour de nous n'existe que parce qu'on le regarde. Ça fait mal à la tête. Mais alors voilà, donc le but, comme je vous ai expliqué, si vous voulez, si vous gagnez une grosse somme, en fait, il lance un financement pour pouvoir mettre tout ça euh, à plat et puis essayer de démontrer toutes ces hypothèses, mais avec des expériences extrêmement coûteuses. Donc, comment savoir si comment nous sommes réellement face à un environnement qui a été créé par un donc que tout n'est que information, donc une simulation informatique. En fait, il a décidé en fait, c'est son protocole. On prend des particules élémentaires qui nous entourent, et puis on leur soumet de l'information. Donc déjà, on va voir si elles vont grossir en masse, enfin si elles vont prendre de la masse, comme ce que le, le premier, je recherche le nom, Landauer avait déjà défini et qui a été approuvé. Et donc aussi, si on retire l'information à ces particules, est-ce qu'elles vont émettre justement une énergie sous forme de photons, donc de lumière, et en calculant avec des outils très très spécifiques justement l'émission de ces photons, on a déjà calculé que si ça venait uniquement d'une information, le photon serait de telle émanation. Je schématise tout ça. Voilà, en fait, on sait que si les photons émis par des particules élémentaires qui nous entourent, par cet apport, enfin ce reset d'information, si on arrive à calculer et qu'on voit qu'elles sont à cette fréquence précise, ça veut dire que c'est que de l'information. Voilà. Alors, on va essayer de récupérer là tous ceux qu'on a largués. Revenez. Ouais, je sais. Alors là, quand je me suis aventuré dans cette news, je l'ai trouvée super intéressante et je me suis dit, bon, il va falloir que j'essaye quand même de... Non, mais c'est bien. Honnêtement, tu as bien vulgarisé quand même la chose. Et voilà, si vous avez été complètement largué, revenez, revenez. Donc, en deux mots, la conclusion, c'est quoi? C'est que des scientifiques, donc des
gens qui sont censés ne pas faire partie de la sphère complotiste Mhm. arrivent à déterminer que potentiellement on vivrait dans une matrice artificielle. Exactement. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir, hein. C'est tout simple. Voilà. Et C'est tout simple. on a trouvé par des méthodes très très compliquées de le prouver. Mais il faut le faire et ça coûte beaucoup d'argent. Donc Donc, voilà. en définitive, c'est pas si délirant que ça, tout ce que on peut dire à ce sujet-là, tout ce qu'a pu annoncer Rock Soccer, Eh tout oui, ce qui a été complètement. écrit Complètement. sur ce monde matriciel. Mhm. Il y a de plus en plus de scientifiques qui s'y intéressent et qui arrivent, en tout cas, à donner une explication plausible. Maintenant, effectivement, c'est très difficile à démontrer, forcément. Alors c'est Mais pas difficile, c'est coûteux. C'est là le truc. oui, Et oui. est-ce que les instances, apparemment, s'ils demandent Non, une... mais ça reste quand même enfin, difficile parce que s'il faut effectivement mesurer la masse d'une ah bah particule, à mon avis là, il te faut ne des fais pas avec la balance de ta accélérés. cuisine. Ah bah non, tu sors pas la balance à mamie. Non, non. Non, là, il te faut genre un accélérateur de particules de 28 km de diamètre, tu vois, Voilà. comme au CERN, et puis faire des expériences de malades qui coûtent des millions et des millions. Donc voilà. Mm, mm. Mais on pourrait le savoir. Voilà. Le tout, Ouais. c'est de s'y On mettre. revient toujours à notre milliard, hein. C'est ça. Voilà. On y arriverait finalement à tout prouver avec un milliard. On y croit. On y Allez. arrivera un jour. Mm. Bon, bah, écoute, on va passer donc de l'accélérateur de particules du CERN à, aux particules de pollution. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'un groupe qui s'appelle Climate Trace ou Trace. Pas du tout. C'est un groupe indépendant qui surveille et qui publie les émissions de gaz à effet de serre avec un décalage de quelques semaines pour voir donc l'impact sur le monde et sur l'écologie. Et donc, allez, je vais partager. Donc, c'est sur le site de Géo où j'ai trouvé l'information Climate Trace, la carte qui montre l'emplacement exact des plus gros pollueurs au monde. Donc, le groupe a présenté lors du fameux sommet COP27 là, qui vient de se dérouler en Égypte. Ça a été présenté par Al Gore. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Al Gore, c'est celui qui a perdu, c'était contre Clinton, je crois, c'est ça, hein, aux élections américaines, euh, il y a plusieurs décennies maintenant, hein, on peut le compter en décennies. Ou Bush. Je ne sais plus si c'était Al Gore ou Bush ou. Bon, à Voilà. vérifier. On vérifiera. Et donc, Al Gore a présenté effectivement cette carte hein, que je vais vous montrer. Voilà ce qu'il dit. Le monde sait depuis longtemps quelle est la quantité globale de pollution par gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce qui est différent grâce à cette base de données, c'est la répartition précise de ce qui est responsable et de quoi. Voilà. Parce que depuis des années, on nous bassine sur effectivement les effets néfastes du gaz à effet de serre, et puis forcément, il y en a, et on a tendance à culpabiliser, c'est toujours pareil, hein, le citoyen lambda. Bah, tiens, d'ailleurs, le fameux critère qu'on est en train d'imposer dans toutes les villes de France. Alors, je vais me faire tomber dessus par les écolos, mais euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce système de critères, Ah, bah, c'est juste une horreur, parce qu'on fait peser tout le poids de la culpabilité de sur la pollution l'automobiliste. atmosphérique sur l'automobiliste. Mm. Exactement. Et je sais pas si quand tu arrives à Rouen, Antoine, moi ça me fait ça, hein, par la suite 3 là, tu vois ce panneau, Ah ben voilà, attention. exactement. Ben écoute, je le partage, je te montre, et c'est exactement Non, le, ah ouais, bah tu t'es fait la même réflexion que moi, je dis. Là, vraiment, il se moque de nous, quoi. Eh ben, écoute, j'étais à Rouen, voilà, il y a quelques jours de cela. Je vois le panneau devant l'entrée de la suite 3, critère 3, interdiction de circuler, etc. Je passe le virage, et quand je passe le virage, Voilà qu'est-ce que je vois? sur quoi tu tombes. Et voilà. Voilà. Bon, et encore, celle-ci, elle est jolie, hein, c'est Bon, une elle belle est pas image mal, de ouais, nuit, ça va. Mais elle est sympa. il y a des fois, voilà, ça crache bien et tu vois toute cette Il y a fumée. Ouais. des nuages pour ceux qui habitent pas le coin, mais alors, bon, c'est que de la vapeur d'eau, Mhm. officiellement, hein, officiellement. Euh, mais voilà, et après, ils vont bien nous culpabiliser parce que on est critère 3, alors que
juste à côté, on passe devant une zone Céveso. Et puis d'ailleurs, on a eu le fameux épisode de Lubrizol, hein, il y a maintenant 2 ans, 3 ans, je sais plus, Mm. qui est une zone, à mon avis, super pollueur, mais je peux peut-être me tromper. Écoute, ce qui va être intéressant, ça va être de regarder sur la carte. Allez, Parce que cette justement. fameuse carte, du coup, ben, j'ai été la voir. Mhm. Voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Ok. Donc, on voit bien quels sont les pays, les parties du monde les plus polluantes. C'est clairement pas l'Afrique. C'est clairement pas l'Australie. Bon, après, sauf forcément en périphérie, Sydney et compagnie. Mais on voit que c'est très, très, très concentré sur les États-Unis, sur ces parties du monde, sur les péninsules arabiques, c'est ça? Mhm. Alors là, La la Chine, Chine, je crois, n'en parlons même pas. l'Inde. L'Inde, voilà. Mm. Et l'Europe. Ah On bah est oui, pas mal, l'Europe, on est pas mal non plus. On a des on, boutons on- aussi, nous, hein. on a quand même des gros boutons, alors On est malade, beaucoup hein. effectivement en Mm. Angleterre, mais l'Europe, le nord de la France, c'est quand Ouais. même pas mal. Mm. Alors, Une fais-nous belle voir concentration là. sur Allez, on Rouen va un aller petit voir peu. par chez nous. Ouais. Ouais. Ah ben il y a quand même 2 gros boutons, hein. Ah oui, oui. Ah, Ah, c'est Le plus Havre. Ouais, c'est plus Le Havre. Ouais, ouais. Rouen, ah, Rouen. Bon. Mm, mm, Bon, mm. d'accord. Ah, là, Effectivement, on est dessus, nous, hein. Non? C'est pas. en fait, tu vas en Ah, c'est Port avoir Jérôme, là. ici, Ouais, c'est Port Jérôme, ça. C'est ouais, ExxonMobil, ouais. Port-Jérôme à Notre-Dame de Gravenchon, Saint-Étienne du Vouvray, voilà. Mais effectivement, allez, ça ne fait pas partie, malgré Ouais, mais la zone Céveso, ça ne fait pas partie des grands pollueurs. C'est que de la vapeur d'eau. Mais honnêtement, moi, j'y vivrais pas à côté quand même. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah oui, hein, par temps clair, hein, tu vois bien hein, cette nappe qui flotte au-dessus de Rouen, là, qui vient de ces usines, hein, parce que Mm, mm. on a souvent Alors attention, des. là, on est vraiment sur les grosses, grosses concentrations. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils ne rejettent pas du CO2. Là, si on reprend ExxonMobil, tu vois, c'est 2,6 millions de tonnes Mhm. de CO2. Donc ça, on est quand même sur tu vois, sur du gros volume, hein. Mais tout ça pour dire, oui, alors pour revenir à critères, c'est sur le principe, c'est bien, mais est-ce que c'est une vraie volonté écologique qui est derrière ça, ou est-ce que c'est juste une volonté de faire repartir encore une fois le système, l'industrie automobile? Parce que, vous me direz ce que vous voudrez, mais c'est pas l'âge de la voiture qui fait son niveau de pollution. C'est pas sa motorisation qui fait son niveau de pollution, c'est son entretien. Et donc, pour moi, il faudrait déterminer la vignette critère à la sortie de l'autobilan. On nous oblige à faire des contrôles techniques tous les 2 ans. Oui, un Il système faut un contrôle de anti-pollution. pollution. Et c'est les mieux placés pour vous dire que, bien, effectivement, votre voiture là, que vous avez achetée il y a 3 ans, qui est quasi neuve, mais qui surconsomme, elle est critère 3. Par contre, peut-être que la petite 205 qui a été très bien entretenue, qui n'a pas beaucoup roulé, et puis qui est utilisée par un étudiant, finalement, elle est peut-être que critère 2, ou même Mm, voire critère 1, parce qu'elle ne pollue pas. Voilà. mhm. Par contre, ce que vous allez voir, c'est bien tous les étudiants qui avaient des petites voitures comme ça, qui vont plus pouvoir les utiliser pour aller au centre-ville. Il va falloir s'entasser dans les transports en commun. On nous parle à nouveau du retour du masque, hein, voilà. Alors on nous dit que c'est pas obligatoire, mais on va se reprendre un 49.3 dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme 49.3, Jérôme, en ce moment? T'as raison. On- ça s'appelle une démocratie ou ça s'appelle autrement? C'est quoi, je sais pas. En fait, il y a plus, c'est plus le peuple élu qui Ah non, détermine les lois, c'est ça. tout passe en force maintenant. Voilà. C'est le Premier ministre qui dit 49.3. Mm. Ah, ouais, moi, je suis effaré.
Je suis pareil. Tiens, j'ai une petite question, je l'ai partagée sur Facebook, là. Je sais pas, j'ai eu cette réflexion. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que bah, on nous annonce une nouvelle vague de Covid qui arrive. Et puis bah, je me rappelle l'année dernière, ils nous préconisaient qu'il fallait aérer la maison toutes les 10 minutes, là, ouvrir les fenêtres. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce qu'avec les économies d'énergie, moi je suis perdu, hein. Ah bah si, c'est C'est bon. T'aères, comme ça fait tomber en dessous de 19. oui, Après, tu réchauffes plus, hein. ah bah ouais, c'est ça, tu réchauffes plus. Ah Donc bah non. voilà. Mais tu sais quel est, Moi, je vous quel dis, est le. le mieux, c'est de vivre dans son frigo. En fait, t'es immunisé. Voilà. Mais tu sais, quand on avait 20 ans, Jérôme, rappelle-toi quand on avait 20 ans, et qu'on portait des t-shirts Che Guevara. Hein, Pas moi. t'en as pas porté? Non, j'en ai pas porté. Bon, moi j'en ai porté un t-shirt Che Guevara. Voilà, on parlait vraiment de révolutionnaire, c'était Viva la révolution, etc. Mm, mm. Aujourd'hui, l'acte révolutionnaire, c'est quoi? C'est j'ai froid, je me chauffe. Je chauffe à 25. Ouais. Voilà quoi. Je suis un rebelle. Je suis un rebelle, je me chauffe. Ce monde me fait halluciner. Bon, toujours est-il qu'il y a quand même voilà, des groupes qui essayent de faire des choses un petit peu intelligentes pour eh bien, resensibiliser, recentrer le débat là où il est vraiment. Donc, on voit bien que ce sont les mégapoles qui sont ultra pollueuses. On voit bien que c'est concentré sur des zones et qu'on ne peut pas appliquer des politiques environnementales qui soient non adaptées finalement à la localisation. On ne peut pas faire la politique environnementale de tout venant. Il faut réfléchir ça de façon intelligente et dynamique et puis réduire axer le problème là où il est vraiment, c'est-à-dire bah, sur les mégapoles et sur les zones de concentration d'industries dites polluantes. Voilà. Voilà, Jérôme, c'était mon petit coup de gueule du Petit coup de soir gueule sur. de Voilà. Antoine. Non, mais Ah, t'as raison, hein. Parce qu'en ah, plus, voilà, quand tu parles de réfléchir à tout ça intelligemment, pas comme à la COP, là, je ne sais plus, là, c'était la combien, là? 27, La la 27. 27, là, qui a encore Mais servi à ils rien. disent pas que des choses. Si, ils disent pas Ouais, que des choses ouais. inintéressantes. Là, pour le Bon, coup. bon, ouais. Ah oui, mais c'est Non, c'est mais pour ça faire fait déjà bien. 30 ans hein, qu'il aurait fallu tirer le frein à main, mais bon. 27 ans. allez, 27 ans. Ah oui, oui, c'est ça. Enfin, Ah, ça va c'est être ça, ça. je pense. Mm. 3 ans pour trouver la poignée, et puis Hmm. Parce voilà. que finalement, ce dérèglement climatique, hein, si ça continue, qu'est-ce qui va se passer? On va finir comme les dinosaures. Ah ouais, on va tous disparaître. On va Quoique, tous disparaître. quoique, ils ont peut-être pas tous disparu. Ouais, Raconte-nous ça, ouais. je vous ai trouvé un petit truc qui m'a vraiment interloqué. Et je me suis dit, ah, celle-là, je vais vous la partager sur Mini. J'ai vu passer ça. Et alors, c'est un tableau d'un peintre, Peter Bruegel, The Elder, hein, ce qui signifie Peter Bruegel dit le jeune, hein, parce qu'apparemment ils étaient deux frères, deux peintres assez connus. Donc il y avait aussi son frère Peter Bruegel dit l'ancien. Donc là non, c'est un tableau du Peter Bruegel dit le jeune, donc qui a peint ce tableau en 1562. Alors le nom de ce tableau, j'ai trouvé deux titres. Alors je sais pas trop, c'est soit The Suicide of Saul, donc le suicide de Saul, ou Paul's Suicide, donc ou le suicide de Paul. Je sais pas trop. Mais je crois que c'est Saul, hein, parce que je crois que c'est en rapport avec une histoire biblique, il me semble, Antoine, hein. Tu m'as fait la réflexion tout à l'heure. Oui, alors Saul, ou alors dans la Bible, c'est Saül, qui était lui le premier roi euh, israélite, mais en terre d'Israël. Voilà. Mhm. Oui, d'ailleurs, on arrive à distinguer. Alors justement, si tu peux nous partager cette toile, Antoine, on arrive à distinguer, je crois, en premier plan voilà, Alors c'est une scène de bataille, hein, cette peinture. Alors, faut savoir que c'est un petit tableau hein, qui mesure 30 centimètres, 34 centimètres de haut par 55 de large. Donc c'est pas non plus une énorme toile, hein. Donc voilà, on voit cette scène de bataille. C'est assez bien fait, c'est assez fin, je trouve. Et lorsque on se balade un petit peu dans le paysage, qu'on commence à... Alors si tu peux faire un petit zoom, Antoine, voilà, on va zoomer, là, on voit un espèce de fleuve, hein, vous voyez, avec un petit château dans le fleuve, je sais pas.
Et puis là, qu'est-ce qu'on voit sur la rive opposée au fleuve, là? Voilà. On voit ces espèces de, alors, on imagine des troupes, hein, et puis on voit deux animaux là très étranges, chevauchés par un humain apparemment. Alors, ça te fait penser à quoi, Antoine, cet animal? Ah ben c'est pas Hannibal et ses éléphants, ça c'est sûr. Non, c'est pas. Non, 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 je vois pas du tout un éléphant, moi, hein. C'est un dromadaire qui aurait eu une excroissance un peu importante. Oui, non, on est dans le petit pas là, dans le petit diplodocus. Bah écoute, oui, hein, on va pas tourner autour du pot. Moi, je vois, oui, un petit diplodocus, quoi. On voit bien sur ses quatre pattes là, avec son long cou. Voilà, ils sont chevauchés par des humains. Alors, je vous rappelle que cette toile a été peinte en 1562. Donc, alors Antoine, je vais puiser dans ta culture générale. En quelle année fut découvert le premier squelette de dinosaure? Ouf, allez, je me mouille pas, 19e siècle. 19e siècle. Eh ben, écoute, oui, t'es bien. Voilà. En 1815, par un Anglais, William Buckland. Et donc, il aurait découvert un mégalosaurus. Voilà. Donc, et puis après, hein, on connaît cette science qui est voilà l'archéologie sur tous les dinosaures. On a fait des reconstitutions et puis on s'est imaginé en partant sur l'idée que ce soit des reptiles géants en fait. Hein, on a essayé d'imaginer un petit peu leur leur aspect final, je dirais. Voilà. Mais bon, voilà, l'aspect final hein, d'un petit diplodocus ou d'un je ne sais quel petit dinosaure, on les a eus voilà, début 20e siècle, je dirais. Alors, qu'est-ce que vient faire ce petit diplodocus là dans cette toile qui date de 1562? Ah, 1562. Ah ouais, Eh oui. euh, Alors, ah si, tiens, j'ai une idée. alors dis-moi, voilà, on ouvre, moi j'ouvre le bal Hmm. de vos idées, les amimi, si vous, chacun peut y aller de. Moi, je vais vous énumérer mes hypothèses, mais j'écoute la tienne, tiens, Antoine. Hmm. Rappelle-toi de la bête Picte. Eh, oui, ça me dit quelque chose. Ah, ça te dit quelque chose, ça. Mm. Génération Cité d'Or numéro 2. Oui, 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 Hein. Cette bête oui. Picte qui avait une espèce comme ça de cou et d'escroissance qui finalement vivait à côté du fameux lac du Loch Ness Mhm. et qui pourrait être l'explication de la créature du Loch Ness. Peut-être que cette bête Picte était répandue au XVIe siècle et que voilà, le peintre a été faire un tour en Angleterre, a vu ça, et puis ça l'a inspiré pour mettre ces troupes comme cela, Chevauchant des bêtes pictes. chevauchant des bêtes Pictes. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée comme une autre, mais bon, il me semblait qu'ils n'étaient pas si gros que ça, les bêtes pictes. Non, Non, hein? non, ils n'étaient pas si gros que ça, on Là, est on d'accord. voit quand même proportionnellement par rapport aux humains qui sont représentés à côté, on est sur des beaux bébés, quoi. Oui, 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 ça ressemble, ouais, c'est clair que. Hein. Hum. Ouais, alors c'est quoi ta théorie? Bah écoute, il y en a plusieurs. Hein. On va pas. Alors, est-ce que c'est une pareidolie? Voilà, comme on le dit, là, on est en train Non, de se méprendre. On imagine des diplodocus, mais c'est peut-être autre chose. Mais c'est non, parce là, que là, il y en a un, il y en a deux, il y en a il y en a trois. trois. Il y en a trois. Ouais, ouais, ouais. C'est Donc, pas une erreur, c'est pas une erreur du peintre. c'est pas une erreur du peintre. Bon, est-ce que c'est un fake? Mais bon, non, parce que là, le tableau, on a été chercher l'image ensemble tout à l'heure, Antoine, sur, C'est Wiki Common. voilà, C'est la base de données de toutes les les peintures, œuvres. images, les œuvres qui sont passées dans le domaine public. Donc, bon, Euh, donc voilà, non, non, là c'est c'est un, la un toile tableau. originale. Hein, là, c'est la toile originale, datée de 1512. Alors, est-ce que c'est une scène réelle? 1512, est-ce qu'on chevauchait des petits diplodocus et puis pourquoi on a oublié, je sais pas. Hein, mais bon, c'est Alors, il pourrait y avoir une explication tout à fait plausible. Pour le coup, imaginons que ce peintre ait entendu parler effectivement de morts qui chevauchaient des bêtes avec une grande bosse, un grand cou, et puis qui traversaient le désert.
et qui n'ait jamais vu de dromadaire. Alors, est-ce qu'il ne s'est pas représenté, tu vois, un dromadaire en se disant, bah, ça Ça peut, ressemblerait à pourquoi cette pas? chose? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, il a essayé de se représenter un animal qu'il ne connaissait pas, et puis bon, coup de bol, il a fait l'espèce de petit diplodocus. Oui, oui, ça peut être une explication aussi. Mais bon, pour le coup, voilà, pour le coup, il a un long cou, quoi. Hein. Ouais, 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 pour le coup, il a quand même un long cou. Non, ça fait Parce que, vraiment espèce disparue, on est d'accord. Allez, ouais, on est d'accord. voilà. Alors, est-ce que, je ne sais pas, l'auteur de cette toile aurait fait un rêve, aurait voyagé dans le temps, et puis aurait vu tous les dinosaures qui, soi-disant, vivaient dans notre simulation il y a 60 millions d'années, et puis il aurait fait un amalgame dans sa toile, tu sais, les peintres, les artistes sont parfois un peu extravertis dans leur expression. Euh, ou alors, moi, ça m'a rappelé étrangement les pierres d'Ica, parce que c'est pas la première fois qu'on voit représenter des humains chevauchant des dinosaures. Donc, je t'ai envoyé deux petites photos de pierres d'Ica, Antoine, si tu peux me les remettre à l'écran. Voilà, il y a celle-ci. Donc, voilà, on voit cette espèce d'Indien là qui tient une hache, et puis bah, il chevauche clairement, hein, alors comment ça, un tricératops. Voilà. Donc, animal préhistorique hein, qui a disparu il y a des millions d'années, quoi. Il y avait une autre pierre d'Ica aussi, où là, on est plus sur ouais, alors tu me disais Un canard. un gros canard. Bon, là, c'est vrai qu'il a deux bosses. Alors, c'est vrai qu'il a deux bosses quand tu vois. Hein, alors, il a deux bosses ou c'est le slip du personnage qui est dessus qui fait un aspect de deux bosses, je sais pas. Un gros ornithorynque. Bon, animal assez étrange quand même. Voilà. Mais celle d'avant, Mm, là, mm, mm. on voit très clairement le tricératops. Je sais que j'ai pas été fouillé. Je sais il y a pas mal de pierres d'Ica hein, où on voit ces Oui, 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 représentations. bah c'est Joss hein, qui est un Oui, grand collectionneur de pierres d'Ica, qui doit d'ailleurs nous faire un sujet l'année prochaine sur les pierres d'Ica dans Génération Cité d'Or. Euh, c'est c'est un sujet qui est très vaste, qui est très impressionnant parce qu'il y a du faux, mais quand on creuse, il y a quand même une part de réel qui est enfouie dans toutes les fausses pierres qui ont été créées et qui est assez troublante, effectivement. Alors après, il y avait aussi, tu sais, sur le temple d'Angkor, oui. où là, Voilà on a vu, alors, voilà, cette représentation de petit dinosaure, hein, parce qu'on le voit avec ses grosses écailles sur le dos là. Hein. mm, mm. Ça rappelle aucun animal connu de notre civilisation, on va dire. Donc, alors le problème, c'est que sur cette colonne-là du temple d'Angkor, donc effectivement, il y a beaucoup de théories. Donc, il y a la théorie comme quoi, non, non, en fait, c'est juste des pétales de lotus qui auraient été représentés en arrière-plan de ce chien ou de ce sanglier. Voilà, Mhm, pourquoi pas. mhm, Une autre théorie qui pourrait peut-être paraître plus plausible, c'est que l'artisan qui a refait finalement, qui a retravaillé à la restauration du temple dans les années, je sais plus, 60, 70 ou peut-être 50, euh, a, a mis sa petite touche personnelle et a représenté voilà, un dinosaure. oui. Et puis, il y a la théorie que oui, ben, c'est la vraie représentation de l'époque. Alors, je ne sais pas encore, c'était construit quand? Encore Plus, il y a plus je d'un millier dirais. d'années au moins. Oui, oui, je crois que c'est un peu plus de 1000 ans, quoi. Si je dis Hum, pas de hum, bêtises, hein, je crois. hum. Mais c'est pas extrêmement ancien, quoi. Bon, il y en a sûrement d'autres. Alors, moi, j'avais été, c'était, je crois, en 2003 ou 2000, bon, dans les années 2000, j'avais été au Quai Branly. Ils avaient fait une exposition sur les peuples primitifs. Eh ben, écoute, si j'arrive à retrouver la photo, je vous la mettrai au montage. Dans cette exposition, on voyait une figurine d'un guerrier avec une lance. Et ce qu'il chevauchait, c'était pas du tout un cheval, pas du tout un dromadaire. Et ça ressemblait quand même à une espèce
de grosses salamandres, un gros reptile comme ça qui marcherait, tu sais, un peu comme dans les films de SF, un peu comme dans Star Wars. Oui, dans Star Wars, l'espèce Ouais, de bestiole là. de bestiole, oui, ben Hum, hum, on hum. la voit dans, Je- dans Mandalorian, je crois. ouais, ouais. Ou, Obi-Wan. ou dans Obi-Wan, ouais, tout à fait. Donc, voilà. Elles sont quand même assez surprenantes, ces représentations. Eh Ces oui. représentations. Est-ce que la matrice était différente à ce point-là il y a 1000 ans? Ah, ça, c'est une théorie Qui est, qu'affectionne qui est qu'affectionne intéressante. Rock, tout à fait. Mm, mm. Ok, ben voilà, voilà pour ces petits dinosaures. Euh, C'était ouais, c'est assez intéressant cette trouvaille sur cette toile. Mais écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on finisse cette émission avec un petit peu de culture. Allez, je vous avouerai, j'étais à la bourre, j'ai pas eu le temps de préparer un quatrième article. Je me suis dit que ce serait l'occasion de vous présenter ma sélection des 3 séries qu'il faut absolument que vous regardiez au mois de décembre. Alors dedans, je n'ai pas mis Les Anneaux de Pouvoir parce que voilà, elle est quand même sortie maintenant il y a plus de mois. J'ai toujours pas regardé d'ailleurs, hein, je me la réserve pour Noël, Noël. quand je serai tranquille. Voilà, parce que les séries, je les regarde entre midi et deux. J'ai pas le temps sinon autrement. Euh, Allez, je vais vous partager et puis on va les commenter. Bon, la première série, c'est sur Disney+. Est-ce que tu la reconnais? Est-ce que ça te parle? Alors, je vois Andorre. Ah oui, oui, donc La nouvelle saga de Star Wars. de Star Wars. Ok. Elle est juste géniale. Mais géniale. Euh, Si vous avez regardé Rogue One Mhm. et si vous avez apprécié Rogue One, il y avait cet acteur-là dans Rogue One. Oui. Voilà, je sais pas si tu t'en rappelles. Mhm. Dans Rogue One, c'était vraiment déjà un spin-off qui était vraiment super parce que Oui, moi, on voyait pas de Jedi, on voyait. ouais, et puis j'ai trouvé qu'ils avaient repris cet esprit un petit peu glauque de la toute première série, tu vois. C'était, Mm, mm. Et j'ai- puis on avait une belle transition en plus avec l'épisode 4, du coup, Mhm. un nouvel espoir, parce que c'est là où il découvrait les plans de l'étoile de la mort. Je vous en dis pas plus, je ne veux pas spoiler ceux qui n'auraient pas vu Rogue One, mais il est vraiment à voir. Et là, en fait, eh bien, c'est la naissance de ce héros qu'on va vivre, c'est en Andorre, où on est vraiment dans la naissance de la rébellion dans l'univers Star Wars. Parce que c'est vrai, on parle tout le temps de rébellion dans Star Wars, et on voit surtout 3 Jedi Mhm. qui ont l'air de faire toute la rébellion. Mais en réalité, il y avait tout un tas de personnes qui étaient en amont de cette rébellion et qui l'ont soutenu, cette rébellion, puis qui sont morts pour la rébellion. Et là, on voit la naissance d'Andorre. euh, et ben voilà, assister à la naissance, tu vois. Euh, et voilà, c'est sur 8 ou 10 épisodes, je ne sais plus. Ouais, j'ai vraiment trouvé le- voilà, la série très bien faite, très sympa. Il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de Sith, mais alors l'histoire, elle se tient vraiment de bout en bout. Et voilà, à regarder absolument, c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment. Le deuxième coup de cœur, alors, est-ce que ça tu vas connaître? Tadadadam, J'ai entendu tadadadam, parler mercredi par rapport à tadadadam, la famille Adams. tadadadam, Mhm. tadadadam. Eh oui. Tadapadadadadam, tadadadadadam. Wednesday, mercredi Adams, la petite, petite prodige de la famille Adams. La famille Adams que je détestais. Je crois Oui, que j'ai vraiment jamais accroché à la famille Adams. Adams. moi non plus. J'ai toujours trouvé ça nul. Mais alors, cette série de Netflix, elle est juste génialissime. L'actrice, oh, elle est exceptionnelle. Elle est dans son rôle, mais du bout en bout. C'est pas une méchante, hein, c'est une Adams. Mais bon, là, elle se venge parce ils ont mis son petit frère dans une armoire. Voilà.
Elle a une notion de vengeance qui est un peu, un peu disproportionnée. Bon, d'accord. Mais c'est réalisé par Tim Burton. Donc Tim Oui, Burton, j'ai entendu ça, ouais. Édouard aux mains d'argent, Le Noël de Monsieur Jack, c'est ça, c'est Mm. Tim Burton aussi. Voilà. Bah, j'ai entendu parler de ça à la séance de minuit avec notre ami Damien, justement. En zappant sur une de ses émissions, il en parlait. Je cherchais depuis tout à l'heure où j'avais entendu parler Mm. de Eh cette. bien, voilà, Damien a très bon goût et Mm. je le confirme. Voilà, donc c'est une enquêtrice du paranormal avec la chose, hein, mais vraiment, il y a tout et puis c'est cette ambiance à la Harry Potter, faut pas se le cacher. Et puis le fait, La touche. cette séance de danse, elle nous fait une danse gothique au bal de fin d'année. Mais alors, la séance de danse, elle est juste géniale pour ceux qui ont fréquenté le milieu gothique dans les années 90. Ça vous parlera assurément. Voilà. Donc la série, elle est sortie, elle est disponible et ça s'appelle Mercredi ou Wednesday en anglais. Et puis le petit dernier, si je te dis Peck, espèce de Peck. Peck. Ah, 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 je l'ai. ah, Ah, Peck, espèce de Peck. est- Ah oui, Willow, voilà, Willow. Willow! Ah ben là c'est pareil, excusez-nous, là on est on fait nos vieux là, mais Mm, 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 mm. c'était le film d'Heroic Fantasy. C'est Oui, pareil, il est sorti quand lui? C'était Willow, on était dans les fin années 80. 80 ou début C'est 90. ça, c'est ça. Début 90, je Voilà. crois. Et c'est le même acteur. Et C'est ça oui, qui est génial. C'est le même acteur. Effectivement, il était jeune. Donc là, quoi, je crois hein, que c'est le même acteur. ah Oui, oui, c'est le c'est le même même, acteur. oui, oui, c'est le même. Il a 30, bien 30, voire ouais, une bonne trentaine d'années en plus. Et c'est sorti eh ben, aujourd'hui. Là, on enregistre aujourd'hui. Ça sort aujourd'hui. Donc, vous pourrez le voir ce week-end. Je pense qu'ils vont nous mettre un épisode. C'est Disney+, là aussi. Un épisode par semaine le mercredi. Mais ah, puis, tiens, le petit rat, il est là lui aussi. Alors, il y en a un nouveau. Mais tu vois, c'est génial, quoi. Mm. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film, c'est vraiment vous retomber en enfance. Et là, je pense qu'avec les moyens techniques cinématographiques Actuel. d'aujourd'hui, ça va être une série. Donc, peut-être que je m'extasie pour rien, je m'emballe pour rien, mais je la mets sur la liste des séries à regarder absolument. Voilà. Ceci dit, sur Netflix, il y en a d'autres, hein, je ne vous ai pas toutes citées. Il y a 1899, je crois, ou 1889, là, qui est sorti, qui a l'air très très bien. Voilà, il y en a deux, trois que j'ai repérés aussi. Peut-être que je vous en parlerai dans un autre Mimi. Voilà, voilà Jérôme, ce Bah, qu'il fallait retenir de ce Mimi culturel. Ben voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. Donc, allez, je refais un petit peu de promo parce que c'est important que vous les souteniez. Le livre de Pascal Cazotte et de Marie Roca. un petit Hein, cadeau pour Noël. un petit cadeau pour Noël. Même, vous pouvez prendre les deux et il y a une promo aussi sur les deux, donc en précommande. Et vous les aurez, c'est garanti la semaine juste avant Noël, quoi, la semaine de Noël. Donc ça ira au pied du sapin. Voilà Jérôme, Eh ben écoute, Antoine, on se dit à la lundi semaine prochain. prochaine. Bah oui, encore Exactement. une émission qui devait être courte. Oui. Oh, on a fait combien là? Allez, Ouais, 45 minutes. ça va, ça va. On revient dans notre timing originel. Ouah, attends, il est loin le timing originel, c'est 25 minutes. Ouais, mais on a fait plus long. Alors voilà, Ouais, c'est vrai. on passe Bon plaindre. allez, on vous embrasse, à très bientôt, passez un bon week-end, portez-vous bien. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Blablabla, blablabla, blablabla.